Quand on regarde un profil, finalement, il n'y a que 3 variables qui comptent. Est-ce que cette personne a vu à quoi ressemble une boîte à l'échelle? Est-ce que cette personne a vu le périmètre que tu cherches pour ce rôle? Et est-ce que cette personne a vu le 0 à 1? Est-ce qu'elle a vu finalement la croissance d'une boîte? À quoi ça ressemble une boîte qui grossit? Tout le monde en fait existe sur un spectre dans ces 3 catégories-là. Et ensuite, pour nous, par exemple, d'un point de vue feature, fonctionnalité, il y a eu une vraie question de comprendre les besoins de ce marché-là par rapport aux besoins du marché qu'on a adressé historiquement. Et en fait, on a fait plein de choix historiques chez Maze qui étaient des mauvais choix, qui étaient des choix philosophiques pour les mauvaises raisons. En fait, on n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire du quali à la vitesse à laquelle les équipes produits pouvaient faire du produit. Et notre réponse à ça, c'est on fera jamais de quali. Pour nous, la stratégie produit, elle a évolué et on a dû finalement répondre à une question qui est une bonne question. En fait, si c'est ce dont ont besoin les entreprises, comment Maze répond à cette question-là? Et ça nous a permis en fait de revoir des espèces de principes philosophiques qu'on tenait pour les mauvaises raisons et d'y répondre. Faire de la démocratisation, c'est très coûteux, ça prend énormément de temps. Il faut gagner le droit de le faire, c'est pas quelque chose qui t'est dû. Et pour gagner le droit de le faire, souvent ça veut dire grossir ta boîte en fait. Ça veut dire avoir assez de revenus pour justifier de pouvoir dépenser dans l'éducation d'un marché. Est-ce que tu t'es dit, quand t'as levé de l'argent, quand t'as construit Maze, on va commencer d'abord par les petites boîtes et ensuite on ira sur les grosses, ou pas du tout? Non, pas du tout. En tout cas, j'en savais rien. Je pense qu'une partie de la vie de founder, c'est tu tires des flèches et ensuite tu dessines une cible autour et tu dis que c'était ta vision, c'était toujours été ta vision. Non, je pense qu'on n'en savait rien. Je pense que dans ma tête, c'était toujours assez clair. Salut Jonathan. Salut Timothée, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Je pense que t'as la voix du chanteur américain la plus connue du podcast. Merci. Ouais, quand j'étais petit, j'ai failli faire du doublage de séries et de dessins animés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai. C'est incroyable. T'avais cette voix à 13 ans? Alors c'est très marrant, en fait à 12 ans j'avais une voix très très aiguë et à 13 ans j'ai eu cette voix là en fait qui est apparue comme ça, donc imagine moi 13 ans tout petit machin, donc c'est, le contraste était assez... Le choc de tes parents surtout. Ouais, mon père a une voix très très grave aussi, donc en fait c'était assez attendu, c'est juste que c'est étonnant à 13 ans d'avoir cette voix là. T'as les cordes vocales, c'est des cordes quoi. Ah ouais, c'est des cordes de basse. Bon, c'est un podcast produit l'histoire. Mal parti. Jonathan, t'es le cofondateur et CEO de Maze. Tout à fait. Tu vas nous parler un peu de tout ça, mais commençons d'ailleurs, c'est quoi Maze? On l'a dit un petit peu, on a parlé de plateforme de recherche utilisateur. C'est d'ailleurs une marque qui commence à être connue un peu dans l'écosystème, mais je suis chaud que tu nous dises un petit peu plus la vision actuelle et ce que c'est. Ouais, carrément. Maze, en fait, c'est une plateforme de user research qui a pour but de démocratiser la user research. Et pour nous, démocratiser, ça veut dire 3 choses en fait. On s'est rendu compte très tôt qu'il y avait un souci dans le monde de la research, et je peux parler un petit peu de l'écosystème entier de la research, qui est qu'en fait, moi j'étais researcher dans mon ancienne vie, et en tant que researcher, en fait, un des challenges que j'avais, c'était que je devais vendre de la research à des clients en agence. Et vendre de la research à des clients en agence, ça consiste à aller voir des clients et leur dire, en fait, on a 2 options. On peut construire la mauvaise chose en 2 semaines, on va construire le mauvais produit en 2 semaines, ou on peut passer 3 mois à essayer de comprendre ce qu'on doit produire, faire venir des utilisateurs directement dans notre bureau, leur faire des interviews d'utilisateurs. Et en fait, la réponse que j'avais assez régulièrement, c'était on va construire la mauvaise chose en 2 semaines, parce que dans le temps qu'on va mettre à apprendre pendant 3 mois, on a le temps de construire 5 fois la mauvaise chose. Et en fait, cette mentalité, ce move fast and break things, le concept en fait de pousser des choses rapidement en production pour apprendre, c'est pas un problème qui est unique aux agences. Cette tension qui existe en fait entre la vitesse que les organisations ont pour apprendre versus la vitesse qu'elles ont pour produire, c'est quelque chose qui est dans toutes les boîtes. Et nous, on pense qu'en fait, c'est un faux trade-off. Qu'en fait, les boîtes, elles ne devraient pas avoir à choisir entre construire rapidement et construire bien, en fait. Et avec Maze, le but, c'était de construire une plateforme qui permet de collecter des user insights à la vitesse du product development. Et donc, pour faire ça, on a démocratisé la pratique de la research. Et pour nous, ce que ça veut dire de démocratiser la pratique de la research, c'est faire que la research soit accessible pour les boîtes de toutes les tailles. Donc, on power des boîtes qui sont des toutes petites startups, et on power IBM, JP Morgan, tous les plus grands groupes de la planète. La deuxième chose, c'est qu'en fait, on permet à des boîtes, quel que soit leur niveau de maturité, quelle que soit l'industrie et le niveau de maturité de l'industrie, de faire de la research. Donc en fait, on va vendre Maze à des boîtes qui vont être dans le outdoor machinery, donc tu vois des tracteurs, n'importe qui crée des produits qui vont être vus par des utilisateurs finaux, digitaux, on leur permet de tester ces produits-là. Et la dernière chose, et probablement la plus importante en fait pour nous, c'est qu'on permet à n'importe qui dans les équipes de pouvoir faire de la research. Et en fait, le constat de base, il est qu'il y a un ratio aujourd'hui de 1 à 100 entre le nombre de researchers dans les boîtes et le reste de l'équipe Product et Engineering. C'est clair. Ce que ça veut dire finalement quand tu penses à ce chiffre-là, c'est que les entreprises et les boîtes ont 100 fois la capacité de produire qu'elles ont la capacité d'apprendre. Et donc elles ont 2 options. Elles peuvent soit indéfiniment grossir leur équipe research, ce qui ne va jamais se passer, ou elles peuvent essayer de donner les moyens d'apprendre aux personnes qui prennent des décisions tous les jours dans les équipes. Et nous, c'est ça notre cœur de métier en fait. On a moins de 20% de nos utilisateurs qui sont des researchers. En fait, on vend de la research à des product managers, à des product designers, à des product marketers. N'importe qui a besoin de faire une décision pendant le cycle de développement produit,
on a créé un produit qui est très simple d'utilisation et qui permet en fait de créer des études utilisateurs et de révéler les insights utilisateurs sans avoir besoin d'avoir un PhD pour pouvoir comprendre en fait les insights que tu collectes. Et donc aujourd'hui, on power un peu plus de 200 000 boîtes dans le monde. Et donc ouais, on a bien avancé dans notre mission de démocratisation. C'est ouf. La boîte, donc toi, t'as vécu aux US à un moment. Ouais, j'en reviens il y a un mois. Tu viens de revenir, c'est pour ça que je dis ça. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que c'est vrai qu'on va en parler d'ailleurs. La research, c'est un métier, tu vois, qui est encore un peu niché, tu vois, qui est pas connu de tous et toutes. Même les gens qui montent des startups sont pas au courant, se disent que c'est, tu vois, ça peut avoir un peu l'aspect d'un métier qui est pas bullshit, mais tu vois, qui est vraiment très secondaire en fait dans la construction des boîtes. Et donc, tu sais, la research, on la voit un peu comme le truc secondaire, pas héroïste. Ouais. Donc, on est aussi sur un marché à éduquer parce que tu vas me dire d'ailleurs, est-ce qu'aux US, tu as senti que c'était vu différemment ou pas? Et donc, ma question sous-jacente, désolé, elle est un peu longue, c'est de se dire pourquoi tu es parti aux US, quoi, concrètement? Pourquoi cette boîte n'est pas montée en France alors que tu sembles français, je crois? Ouais. Alors, je suis quand même resté en France pendant 4 ans avant de partir aux US pendant 2 ans. Donc, j'ai Cocorico, j'ai fait mes armes ici. La boîte n'a jamais été française, la boîte est full remote. Donc, on travaille depuis 30 pays, on est 150 dans 30 pays. Donc on est très très distribué. Je pourrais parler du remote et des challenges du remote et de ce que le remote apporte aussi. Il y a plusieurs questions dans ta question. Je vais essayer de découpler tout ça. La première chose, c'est que la research, c'est effectivement un space qui est très très niche. En fait, moi, quand j'ai commencé Maze et quand on a levé des fonds, j'ai passé plus de temps de ma vie à expliquer pourquoi il y aurait un space de la research plutôt que pourquoi Maze pourrait gagner le space de la research. C'était le vrai challenge. Parce qu'en fait, si tu regardes le space, nous, alors je vais faire beaucoup de franglais, je suis navré pour les auditeurs de cet épisode. On a fait des blagues en disant qu'on mettrait un compteur. Ouais, exactement, donc allez-y. Mais bon, il y a plein de mots qui sont impossibles et je reviens de New York le mois dernier, donc soyez indulgents. Non, mais en gros, si tu veux, dans le monde, il y a 100 000 researchers. Donc c'est un tout petit space. C'est que dalle. Voilà. Et ces 100 000 researchers, la plupart travaillent dans des boîtes qui ont déjà un très fort niveau de maturité. C'est-à-dire que pour avoir un researcher, il faut avoir un certain niveau de maturité produit. Si tu penses à ce que ça veut dire, en fait, c'est un TAM, donc un Total Addressable Market, d'à peu près 2 milliards. Et ce TAM, en fait, il est représenté par quelques softwares et beaucoup d'agences qui power la research. Nous, la vraie opportunité qu'on voit dans ce marché-là, en fait, elle est justement dans le fait que la démocratisation nous permet de dramatiquement expand le TAM dans lequel on peut vendre, parce que tout d'un coup, on ne vend pas à 100 000 researchers, on vend aux 2,5 millions de product designers, product managers. En fait, ces personnes qui devraient en avoir quelque chose à faire de la research et qui commencent en fait à vouloir prendre le contrôle de la research et prendre le contrôle des conversations utilisateurs. En fait, on voudrait aider les researchers à démocratiser leur practice en dehors de leur métier initial. La maturité en France, elle est assez élevée. C'est probablement une des plus élevées d'Europe, en tout cas. Intéressant. Donc France et Angleterre, c'est les 2 pays où il y a le plus fort niveau de maturité, mais ça reste quand même... c'est très rare de voir des équipes de research de plus de 5 personnes en France. Aux États-Unis, en fait, surtout à San Francisco, dans des boîtes produits qui ont des très très forts niveaux de maturité. Les boîtes sont plus grosses aussi. Les boîtes sont plus grosses. Et en fait, les boîtes ont déjà commencé un peu à faire un shift de mentalité par rapport à la research et par rapport à leur manière de concevoir du produit. En fait, on voit beaucoup de boîtes qui essayent de dépasser ce move fast and break things. En fait, OK, on va construire des trucs rapidement, on va les exploser aux utilisateurs. Et de passer dans la nouvelle ère en fait, de conception produit. Et donc pour moi, les rencontres clients qu'on a pu faire là-bas étaient assez exceptionnelles parce qu'en fait, beaucoup du produit, quand on pense à comment on produit du produit en France, finalement ça trickle down de comment les États-Unis font du produit. En fait, comment ces top boîtes font du produit. Et on le voit à chaque fois en fait. C'est-à-dire que quand un Notion, quand un Slack décide de changer sa manière de faire du produit, en fait, il y a une espèce de vague en fait, qui suit après. Et donc pour nous, qui sommes dans une mission de démocratisation, il y avait un vrai intérêt à essayer d'évangéliser des gens qui étaient finalement presque les porte-drapeaux et les porte-étendards. Les influenceurs, quelque part, c'est des boîtes qui influencent. Exactement. Spotify est une boîte qui influence dans l'écosystème, même si le modèle, il l'adopte plus vraiment comme tel, mais bref, c'est des boîtes qui influencent. Ouais. C'est de la pure influence, exactement. Et on le voit, enfin, on l'a vu de manière, rien que l'an passé, les gens qui suivent un peu l'actualité, quand Brian Chesky parle de la façon dont il, soi-disant, a rapproché... pardon, pas à rapprocher, mais à réorganiser le product marketing et la fonction produit, quand il parle de design, etc., quand il parle du sens du détail, Paul Graham d'une manière ou d'une autre sur l'entrepreneuriat, il y a des mouvements d'influence qui d'ailleurs, je sais pas s'ils perdurent en vrai, mais en tout cas, qui nourrissent des réflexions, quoi. Ouais, complètement. Je pense que ça nourrit des grosses réflexions et on le voit un peu partout. En fait, quand on parle à nos clients
français, anglais, et puis même en Asie du Sud-Est, enfin n'importe où. Ouais. En fait, on voit que leur manière de réfléchir, elle est très mimétique de ce genre d'entreprise et d'essayer de reproduire ça, parce qu'en fait, c'est un peu le rêve de pouvoir arriver à l'échelle de ces équipes-là. En fait. Il a dit un mot français. J'ai dit le mot français, je l'ai fait. J'ai 2 questions à te poser. La première, je vais m'en souvenir. La deuxième, je sais pas, je vais voir. Okay. Tant que tu donnes la réponse. La première, c'est sur ce sujet d'évangélisation. C'est là les plus techniques, donc je vais moins m'en souvenir, je vais la faire maintenant. Sur ce sujet d'évangélisation, tu as ce mot research, tu vois, tu disais... Nous, on va chercher aussi à éduquer les product managers et product designers, dont le métier, c'est aussi de faire de la research. Mais en fait, c'est marrant parce que research, c'est un mot quand même qui est très propre au métier de UX researcher ou user researcher. Ouais. Les PM parlent plutôt de participer à la discovery ou de l'exploration. C'est que du vocabulaire. Mais en fait, ça a son sens que recherche, t'as un peu ce truc de... Ouais, je suis un chercheur, je vais creuser des mines, quoi. Et en fait, quand tu dis, quand t'es PM et que tu vas dire à ton manager, je vais faire de la recherche, je pense que les gens disent, oh là, attention, t'es là pour construire un produit qui va nous générer des revenus, Coco, t'es pas là pour faire de la recherche. Donc, au-delà juste d'évangéliser, j'imagine que vous, en message, ça a dû être une galère, non ? Ça a été une immense galère. Donc, une grosse partie de la démocratisation, si tu regardes... l'histoire de Maze et l'histoire de la manière dont on se positionne sur le marché de la research. En fait, on a passé 5 ans à ne pas s'appeler une research platform. On a avancé très masqué, et on a avancé masqué aussi bien en externe auprès de nos clients, mais on a avancé masqué même auprès des VC. En fait, le but, c'était de, le plus possible, faire de la research sans parler de research. Donc, on parlait de testing, on s'est appelé une rapid testing platform, on s'est appelé plein de choses qui n'étaient pas de la research. Parce qu'en fait, la research aussi, il y avait un truc qui était très... il y avait une charge mentale très forte associée à la research. En fait, pour les gens, la research, il fallait un lab, il fallait faire de l'eye tracking, il fallait des choses très très complexes. Alors que, oui, la research, c'est un vrai métier. Et il y a plein. En fait, la research, quand on dit la research, c'est juste un mot chapeau pour parler de 25 choses qui vont de la discovery, la delivery, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est en tout cas, il y a plein de parties de cette research qui devraient être faites ou qui pourraient être faites par les gens qui prennent des décisions tous les jours. Et une des raisons pour laquelle on pense ça, d'ailleurs, un point important de cette histoire-là, c'est très similaire à l'histoire, finalement, si tu penses à Amplitude ou Mixpanel. En fait, les équipes BI, il y a 10 ans, elles ont eu le même challenge. En fait, il y a 10 ans, on commence à avoir les premiers data analysts dans les boîtes. Toutes les boîtes veulent être data-driven, on en est là. Et en fait, les boîtes ont le même challenge. Est-ce qu'on peut scaler le BI ? Est-ce qu'on peut avoir 500 data analysts dans une boîte ? Pas vraiment. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour rendre tous ces gens qui ont besoin de data autonomes dans la prise de décision avec de la data ? Et Amplitude et Mixpanel sont des très bons exemples de boîtes qui ont réussi à faire ce switch-là. Ça n'a pas enlevé le rôle des BI. En fait, ça a même rendu le rôle des BI beaucoup plus important. Et c'est une partie très importante de la démocratisation pour moi, qui est que quand les gens parlent de démocratisation, ils parlent souvent de démocratisation de la practice. Donc, plus de gens qui font la chose. Mais en fait, la vraie démocratisation, c'est la démocratisation de la perception de valeur de la practice. Et Figma n'est pas devenu populaire parce que 2 designers peuvent bouger un carré ensemble dans un fichier design. Figma est devenu populaire parce que tout d'un coup, il y avait un CEO dans le fichier design. Et c'est ça la démocratisation, en fait, derrière. C'est... le problème de la research, c'est que la research n'a pas d'influence parce que la research vit dans une espèce de boîte noire de la boîte et vit pas dans les mêmes rythmes que le reste de l'équipe produit. Donc, on a tous eu le cas du researcher qui arrive 3 mois après qu'on ait commencé à développer un produit et qui dit en fait, je pense qu'on a tort. Et en fait, on pense que ça devrait pas fonctionner comme ça, en fait, la manière de faire de la research dans des boîtes modernes. Donc voilà, c'est un peu ça le parallèle. Donc nous, on a dû avancer très masqué, mais je pense comme beaucoup de boîtes qui ont fait ce même processus, comme Amplitude et Mixpanel, ont dû avancer masqué pour se protéger presque, tu vois, de la perception de la catégorie dans laquelle on était. Maintenant, on est beaucoup plus ouvert parce que j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui grandit et que on a fait un travail aussi beaucoup de repositioning de la research elle-même. Donc en fait, plutôt que de repositionner nous-mêmes, il y a eu un gros travail et un gros effort de repositionner la catégorie elle-même, de ce que ça veut dire de faire de la research finalement. Et en 2024, où voilà, si on suit un petit peu les mouvements économiques, en particulier dans la tech, avec, je sais pas si on est encore dans cet hiver, en vrai je suis pas économiste et voilà, je fais que prendre des signaux faibles et essayer de les amplifier, mais en gros, on voit que ça a été un peu compliqué, tu vois, post-crise. Là, tu as l'impression que ça reprend un peu. Je sais pas encore ce que disent les investisseurs autres, on verra bien, mais j'ai l'impression qu'on a quitté un peu ce creux qui était vraiment pas facile à vivre dans la tech. Toi, c'est pareil, tu es sur à nouveau une discipline qui est vue comme secondaire, même si le marché mûrit, donc il y a plein de tendances. Comment tu l'as vécu et est-ce que la research, telle que c'est décrit, c'est un truc que tu trouves
important pour les fondeurs dans cette époque où on cherche du ROI plutôt que de l'innovation, quoi. En fait, c'est peut-être le plus important. Alors évidemment, je suis extrêmement biaisé, donc je vais donner la réponse politiquement correcte, mais je suis extrêmement biaisé. Non, c'est le plus important. En fait, qu'est-ce que c'est que la research finalement, si ce n'est en fait une fonction opérationnelle qui aide les boîtes à prendre des meilleures décisions dans des marchés qui sont contraints, donc dans des marchés dans lesquels en fait il y a moins d'argent. En fait, le nombre de paris qu'on peut faire en tant que boîte, il est limité. Donc finalement, la research, elle devient presque centrale quand une boîte, il lui reste 12 mois de runway et qu'elle a que 3, alors je ne vais pas dire coin flip, mais tant pis, trop tard coin flip, qu'elle peut faire. Et ben finalement, la research, c'est presque l'élément qui devient vital de ces boîtes-là. Et donc du coup, pendant cette récession qui s'est passée les 2 dernières années, on a vu effectivement 2 choses en fait. On a vu d'une part des boîtes qui avaient une perception de la research comme très secondaire, qui ont cut les équipes de research. Donc, il y a eu surtout dans les petites boîtes, il y a eu une espèce de mouvement où la research était vraiment du mal à rester. Et de l'autre côté, en fait, on a des boîtes plus matures qui voyaient la research comme un élément stratégique de la boîte et en fait, où la research a pris une place centrale dans la boîte. Donc pour nous, et ça, on arrive un peu dans le sujet finalement de self-serve à self-assisted, qui est que pour nous, en fait, cette transition, elle s'est passée en grande partie pour ça, en fait, de boîtes qui étaient self-serve avec un bas niveau de maturité finalement de research, qui voyaient la research comme une activité, versus des boîtes plus matures qui voyaient la research comme un muscle stratégique de la boîte. Et donc, c'est très dur de retenir des researchers et de la research dans des boîtes qui voient la research comme quelque chose qu'on fait une fois par trimestre pour prouver à ton CEO qu'il a tort, versus qui voit la research comme finalement un muscle opérationnel qui aide la boîte à prendre des meilleures décisions. Ok, et ben écoute, passons sur ce sujet. C'est effectivement un des sujets qu'on a préparé pour ce podcast. Je veux bien donc on va parler de la transition de Maze, du produit Maze, comme on le disait en intro, de product-led, self-serve, il a insisté là-dessus, à product-led, je vais y arriver, sales assisted, voilà. Ouais. Sales assisted, comment on définit ces 2 choses-là déjà sur le produit et quel est le déclencheur pour vous de se dire il faut qu'on fasse ce changement, quoi. Ouais. Alors, product-led self-serve, donc product-led, ça veut dire que c'est le produit qui génère de la croissance, en fait, pour faire simple. Et product-led self-serve, ça veut dire que si le produit génère de la croissance, la manière dont les gens ont de convertir sur ce produit-là, c'est en swipant une carte de crédit en autonomie. En gros, il n'y a pas de processus de vente qui participent à ce processus. Il n'y a pas d'équipe commerciale qui viennent pour... Exactement. Donc, il faut penser, quand j'achète un compte sur Spotify, tout seul chez moi, je fais du self-serve. Voilà, pour faire simple. C'est quoi la différence avec le product-led growth ? En fait, le product-led growth... J'en fais exprès parce que je viens de sortir 2 contenus quand on enregistre là-dessus. Il y en a un qui dit c'est bullshit et l'autre qui dit c'est génial. Donc, j'ai fait exprès forcément de... donc, le product-led growth, en fait, il y a une grande ère de PLG, comme on appelle ça. Le product-led growth, c'est le produit génère de la croissance. Donc en fait, dans les boîtes, quand tu penses à comment est-ce que des nouvelles personnes découvrent notre produit et comment est-ce que on récupère des nouveaux prospects, et ben en fait, il y a plusieurs méthodes. Historiquement, quand tu penses aux boîtes d'il y a 30 ans, c'était sales-led. Donc ça veut dire qu'en fait, tes commerciaux, ils se prenaient le téléphone, ils appelaient, ils disaient bonjour monsieur ou madame, voilà, est-ce que vous êtes intéressé par notre solution ? Ça, c'est être sales-led. Product-led, en fait, il y a pas mal de boîtes qui ont réussi à prouver qu'en fait, ils pouvaient, grâce au produit, créer des espèces de boucles de viralité qui permettaient en fait de créer du top of funnel, compteur qui s'augmente, pour faire venir en fait des gens sur son produit. C'est devenu un peu un mème dans la communauté produit parce qu'en fait toutes les boîtes voulaient être product-led puisque les investisseurs cherchaient des boîtes product-led. Nous, on a la chance d'être une vraie boîte product-led pour le coup, et la manière dont on le sait, en fait, c'est que si tu penses à ce que c'est que de la research, en fait, nos utilisateurs, ils créent des research studies. Donc, ça va être des surveys, ça va être des tests, des unmoderated tests d'usabilité. Et ça, ils vont les partager en externe. Et quand ils les partagent en externe, en fait, nous, un pourcentage des gens qui sont exposés à ces tests-là deviennent utilisateurs de notre plateforme. Et donc, en fait, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on grossit énormément juste par exposition de notre produit naturel à d'autres gens. Et donc, c'est ça la grosse différence. Product-led, c'est pour ça que je suis très J'ai volontairement fait le rapprochement, mais bien sûr, pour que les gens comprennent les notions avant qu'on rentre dans le vif. Exactement. Donc product-led, ça veut juste dire c'est le produit qui génère de la croissance. Product-led self-serve, c'est cette croissance ensuite est convertie via un simple paiement en autonomie sur la plateforme.
Sales Assisted, c'est il y a un commercial qui participe à ce processus d'achat. Et donc vous avez fait le choix de passer de self-serve, ça semblait pourtant super sexy et génial et autonome, autosuffisant, bref, tout ce qu'on veut, à une manière, enfin une stratégie business qui est de faire rentrer quelqu'un dans la boucle pour pouvoir aller jusqu'à l'acte de vente, quoi, si on parle en process de vente. Quoi. Ouais. Pourquoi ce choix ? En fait, en général, déjà, il faut comprendre que ce choix... Donc là, on a parlé vraiment juste du processus d'achat. Mais en fait, ce choix, il est souvent très, très lié à la segmentation client qu'on essaie d'adresser. En fait, self-serve, c'est un... Donc là, j'ai pas de mot en français, donc ce sera go-to-market motion. Désolé, on va garder ça. Voilà, self-serve, c'est un go-to-market motion dans lequel on essaie d'adresser principalement des petites structures. En fait, faut penser des petites boîtes qui peuvent se permettre en fait de payer avec une carte de crédit. Sales Assisted, en fait, c'est quand on essaye d'aller upmarket, c'est quand on essaye en fait d'aller plutôt vers des boîtes qui vont être mid-market ou enterprise et dans lesquelles on va essayer d'extraire du revenu. Ces boîtes-là, en fait, elles ont des processus d'achat qui sont beaucoup plus compliqués. Et donc, en fait, s'il n'y a pas de Sales Assisted, ça va être soit très dur de les convertir, d'une part, ou on va convertir au mauvais niveau dans l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, au lieu de convertir l'entreprise, on va convertir des petites équipes dans ces entreprises qui peuvent payer avec une carte de crédit. Et donc pour nous, en fait, ce qui s'est passé, pour la petite histoire de Maze, et je pense que c'est une histoire qui est commune à énormément de boîtes dans les 2 dernières années, nous, historiquement, comme on est dans une mission de démocratisation, il fallait qu'on arrive à prouver qu'on pouvait extraire du revenu d'un segment de marché qui historiquement n'était pas adressé, qui était justement ce SMB et ces mid-market, donc les petites boîtes qui historiquement n'avaient pas de maturité pour faire de la research. Et donc en fait, naturellement, si c'est ça que tu essayes de faire, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de faire du product-led parce que le coût d'acquisition, tu veux qu'il soit bas pour adresser finalement des clients qui vont avoir un panier moyen plus bas. Et tu veux que ce soit self-serve pour pouvoir limiter en fait les frictions qui vont exister pour que ces clients-là achètent ton produit. Et donc en fait, on a eu beaucoup de succès à faire ça. Ça nous a d'une part permis d'avoir finalement un pied dans énormément de startups et de boîtes, 200 000 boîtes aujourd'hui. Et d'un autre côté, ça nous a permis très rapidement en fait, de générer du revenu. Le problème qui s'est passé dans les 2 dernières années, c'est que, d'une part, les boîtes qui ont des faibles maturités, en général, c'est des boîtes qui churn très vite. Donc, c'est ce qu'on disait il y a 5 minutes. En fait, c'est la différence entre des boîtes qui voient la research comme une activité versus les boîtes qui voient la research comme quelque chose comme un shift culturel dans la boîte. Voilà. La deuxième chose, je pense, qui s'est passé pour énormément de boîtes dans les 2 dernières années, c'est que on se rappelle tous de l'époque 2019-2021 où l'argent était gratuit et toutes les startups pouvaient lever. Et je pense qu'on a vu beaucoup de boîtes qui pensaient avoir trouvé un product market fit avec justement ces petites boîtes, ces startups, ces SMBs. Mais en fait, c'est juste qu'elles n'avaient pas vraiment trouvé de product market fit, c'est juste que les startups avaient trop d'argent, en fait. Comme les startups avaient trop d'argent, tout d'un coup, elles avaient les moyens de pouvoir acheter du software. Essayer plein de choses. Exactement, alors que historiquement, elles n'avaient pas le budget pour pouvoir le faire. Quand la récession a commencé, je pense que beaucoup de boîtes comme nous ont vu en fait une espèce de décélération de cette partie de leur business. Et certains ont fait le choix en fait de continuer dans ce go-to-market motion. Et certains comme nous, en fait, ont fait le choix de dire on a un challenge et il faudrait qu'on arrive à extraire du revenu ailleurs que dans ce segment de marché qui a un panier moyen très faible et qui churn beaucoup. Et surtout maintenant, dans lequel il y a une décélération en fait, du fait qu'en fait, il y a juste plus d'argent. En fait, on pensait avoir un product market fit avec ce segment, mais notre product market fit, il était enflé en fait, par le marché financier. Et donc, en fait, il y a 2 ans, je suis arrivé à notre board meeting. À l'époque, on a 90% de notre revenu qui est self-serve. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est une grosse partie de notre revenu. On commence à avoir cette décélération au niveau de la boîte et on commence à avoir 10% de notre revenu qui est enterprise ou mid-market. Mais c'est un go-to-market motion qu'on ne maîtrise pas encore. On n'a pas vraiment de commerciaux, c'est encore moi qui fais le commercial. On ne sait pas vraiment vendre à ce genre de boîte-là, c'est des processus qu'on ne connaît pas. Et en fait, j'arrive à notre board et je dis, je pense qu'il est temps qu'on tue notre self-serve et qu'on focus la boîte sur de l'enterprise, sur du sales-led, sur du sales-assisted, parce que je pense que c'est là où sera notre prochaine croissance. Et la raison pour ça, c'est que le marché historique qui achète de la research, il existe beaucoup plus dans cette enterprise, puisque ces grosses boîtes comme User Testing et UserZoom ont déjà fait l'éducation du marché, versus nous qui devons faire énormément d'efforts pour éduquer un marché qui peine à payer, peine à convertir, Et c'est le cas d'énormément de boîtes en fait quand tu essaies d'adresser ce genre de segment-là. Et donc en fait, on a
on a fait ce choix intentionnel qui était un choix très dur. C'est pour ça que vous êtes parti aux US? C'est pour ça que je suis parti aux US, parce que vous, en fait, c'est que moi. C'est que toi, ok. Ouais, en fait, nous. Je pensais qu'il y avait plus de personnes. En fait, comme on est dans 30 pays, la boîte n'a jamais eu de bureau historique. Les bureaux, c'est WeWork, Lafayette, moi dans un open space. Où est Charlie? Il faut les trouver. Voilà, exactement. et donc, je suis parti aux États-Unis. Et le but de partir aux États-Unis, c'était de reconstruire une partie de l'équipe autour de justement ce nouveau go-to-market motion. Et donc, en fait, il y a eu plein d'apprentissages de ce que ça veut dire finalement de changer de go-to-market motion. La partie naïve du cerveau, qui était la nôtre, ou la mienne à l'époque en tout cas, elle consistait à dire, bon, bah, c'est facile en fait. Tu recrutes un VP Sales et ton VP Sales, il va s'occuper de faire du commercial. Et voilà. Attends, avant qu'on vienne là-dessus, parce qu'effectivement, tu m'as donné un peu des billes sur comment le faire pour les gens qui sont un peu dans cette situation ou qui sentent que c'est peut-être le bon moment. Ouais. Pourquoi vous ne l'aviez pas fait dès le début, d'adresser des grands clients? Ouais. Des grands clients, enfin pardon, des boîtes un peu plus importantes et effectivement sortir de ce truc de vendre à des startups. Ouais, bah il y a plusieurs choses. D'une part, quand c'est toujours plus simple de vendre à des boîtes moins matures. Elles ont des processus d'achat beaucoup plus simples, c'est des petits paniers, donc c'est plus facile de... la valeur du produit peut facilement fit avec le panier moyen que les gens sont prêts à payer. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez évident dans le fait c'est facile de construire pour les petites boîtes. La deuxième chose un peu stratégique, c'est que c'est beaucoup plus facile de vendre à des petites boîtes et en fait de graduate et de vendre à des grosses boîtes que de faire le cheminement inverse en fait. Vendre à des grosses boîtes puis ensuite essayer de comprendre les mécanismes de vendre à des petites boîtes, c'est très très difficile. Et il y a plein de boîtes historiques, genre des Qualtrics, des grosses boîtes qui ont essayé en fait plusieurs fois de faire ce motion et qui se cassent les dents à chaque fois dessus parce que c'est vraiment si toute la boîte en fait, tout le mouvement commercial est basé sur des commerciaux, c'est vraiment apprendre un nouveau muscle complet. Okay. Donc ouais, je pense que c'est pour ça qu'on a commencé par là. Et puis encore une fois, ça fitait vraiment notre vision de démocratisation. En fait, moi, ce que je voulais vraiment prouver, c'était que en dehors du marché historique, on pouvait vraiment prouver que ces 70% de boîtes qui font pas de research aujourd'hui, on arrivait à leur faire de la research et que c'était vraiment un problème software et pas un problème de maturité, en fait. Et tu savais qu'à un moment, vous alliez faire ce changement de changer de cible. Tu l'avais anticipé? Parce que là, tu le dis avec du recul et a posteriori, donc c'est toujours plus facile, entre guillemets, d'y voir plus clair, en fait. Mais est-ce que tu t'es dit, quand tu as levé de l'argent, quand tu as construit Maze, bon, on va commencer d'abord par les petites boîtes et ensuite on ira sur les grosses, ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, j'en savais rien. Je pense qu'une partie de la vie de founder, c'est tu tires des flèches et ensuite tu dessines une cible autour et tu dis que c'était ta vision, c'était toujours été ta vision. Non, je pense qu'on n'en savait rien. Je pense que dans ma tête, c'était toujours assez clair qu'on voulait capturer l'intégralité du marché, ce qui voulait dire qu'à un moment, on aurait été chercher de l'enterprise. Comment, quand, on n'avait pas de timeline en tête. En fait, pour nous, il y avait assez de profondeur dans ce marché qui n'était pas éduqué de la research pour grossir jusqu'à plus de 100 millions d'ARR. Et justement, en fait, on a appris. Et je pense que la force qu'on a eue, en fait, c'était d'apprendre et de réagir. En fait, d'une certaine manière, c'était de se dire, il y a ce qu'on voudrait qui se passe et il y a la réalité du terrain qu'on voit. Et donc, en fait, on va switcher notre go-to-market pour aller vers l'enterprise et on reviendra dessus sur cette partie-là du marché plus tard. Et ça c'est assez proche aussi d'une des valeurs qu'on a chez Maze qui est importante, qu'on appelle earn the right, donc avoir le droit en français, qui est qu'en fait finalement rien n'est dû quand on monte une start-up ou une entreprise ou n'importe. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir des choses, mais la réalité en fait c'est que il faut gagner le droit de faire des choses. Et par exemple, faire de la démocratisation, c'est très coûteux, ça prend énormément de temps. Il faut gagner le droit de le faire, c'est pas quelque chose qui t'est dû. Et pour gagner le droit de le faire, souvent, ça veut dire grossir ta boîte, en fait. Ça veut dire avoir assez de revenus pour justifier de pouvoir dépenser dans l'éducation d'un marché. Et donc, en fait, nous, on a passé beaucoup de temps à faire de l'éducation, ça coûte très cher, c'est très difficile. Et on n'avait pas finalement gagné le droit de le faire. Et maintenant que la boîte accélère énormément et qu'on a réussi à finalement trouver un go-to-market qui va nous permettre de grossir jusqu'à là où on veut, on aura gagné le droit de pouvoir retravailler sur cette partie du marché-là. C'est assez contre-intuitif parce que tu vois, alors j'ai une vision très biaisée aussi parce qu'effectivement, moi j'évolue beaucoup dans le système des petites boîtes, enfin dans l'écosystème des petites boîtes plutôt que des grands groupes. Et si on ne parle pas de research mais de product au sens large, donc PM plutôt, tu sens quand même que toutes les tendances, les nouvelles façons de bosser du produit, etc., viennent plutôt des petites boîtes. C'est vraiment tel que je le ressens. Ouais. Et toi, tu es en train de dire que la research, elle est plutôt mature dans les grandes boîtes que les petites boîtes. Alors que c'est quand même des métiers qui sont relativement connexes, tu vois. Ouais. C'est hyper étonnant. Je sais pas si tu as un mot à ajouter là-dessus. Est-ce que tu constates comme moi sur la partie PM, parce que tu connais bien aussi,
ou est-ce que non, c'est un biais que j'ai, et effectivement tu penses que le product management vient plutôt des grandes boîtes. Alors il vient de Procter historiquement, ouais, bien sûr. mais j'ai l'impression qu'il évolue, il est plus, il y a plus d'expérimentation dans les petites boîtes, et ensuite ces résultats d'expérimentation influencent des boîtes plus grandes. Ouais. Je pense que c'est plus vrai ce que tu dis pour les PM que pour la research. C'est très vrai. Ah, je ok, pense. intéressant. Pour la research, en fait, la research, le truc, c'est que il y a faire de la research et il y a être un researcher. Ouais, c'est ça. Donc c'est deux choses différentes. Donc on voit pas dans des boîtes, dans des startups de 10 personnes, on voit pas employé numéro 1 à même 50 d'avoir un researcher. C'est très rare. C'est très rare. Mais en fait, tout le monde fait de la research. C'est-à-dire qu'en fait, tes commerciaux qui parlent avec un client, ils font de la research. Ton CEO qui parle à un client, il fait de la research. Ils le font probablement mal, mais ils font de la research, ils parlent à des utilisateurs. Ils font des parties de la research. Alors qu'un user researcher plein temps, il va faire beaucoup plus de choses. Il va le structurer. Bien et sûr. En fait, souvent, ce qu'on voit qui est donc un des patterns un peu émergents qu'on voit finalement dans les boîtes, on va dire dans les scale-up, dans les boîtes qui commencent un petit peu à grossir, c'est des researchers dont le rôle évolue d'un rôle opérationnel, c'est-à-dire des researchers qui font de la research, à un rôle d'éducation. En fait, des researchers qui essayent d'apprendre aux équipes produits à faire de la research. Et donc, quand nous, on pense quel est le futur de la research, en fait, c'est très proche de ça. Et c'est très proche, encore une fois, des data analysts qui essayent qui veulent pas que les PM fassent de l'amplitude tout seuls et qui leur disent, oui, bon, peut-être que la manière dont tu regardes la data, là, n'est pas la bonne. En fait, c'est très, très similaire à ça. C'est en fait un expert qui va aider de son expertise le reste de la boîte à... Donc là où les entreprises finalement ont un niveau de maturité plus élevé parce qu'elles ont des plus grosses équipes de research, l'émergence qu'on voit finalement des plus petites boîtes qui scale, c'est un researcher qui fait de l'éducation dans les boîtes. Et c'est ça qu'on essaye en fait de supporter aussi avec Maze, beaucoup. Bien cool. Passons du coup à cette partie un peu pratico-pratique. Tu me disais, il y a des apprentissages que tu as fait. Peut-être que tu t'es cassé les dents sur des choses, j'imagine. Si tu arrives à tout faire parfaitement, bienvenue. Et puis il y a un peu ce mythe aussi des entrepreneurs français qui partent aux US et qui... Enfin, il y a beaucoup de boîtes qui se sont vraiment fait mal là-bas. Parce que plein de choses que tu connais mieux que moi, que tu vas évoquer. Rends-moi un peu les 2-3 trucs là que tu veux dire. Donc toi, t'es parti tout seul. C'est pas une équipe, c'était toi. Oui. Qu'est-ce que tu as essayé de faire qui n'a pas fonctionné pour les gens qui voudraient... Alors là, on parle effectivement d'expansion aux US, mais on va parler au sens le plus large de passer de self-serve du coup à self-assisted. Qu'est-ce qu'on met en place du coup Ok. Alors déjà, pour clarifier sur les US, donc on avait déjà une équipe aux États-Unis. Donc je suis arrivé, on avait déjà des gens à San Francisco, à New York, etc. Important de le préciser. Okay. Ouais. Donc et on avait déjà 40% de notre revenu qui venait des États-Unis. Donc en gros, je pourrais pas parler de. C'est pas démarrer de zéro, quoi. Exactement. C'était pas on débloquait pas une nouvelle, un nouveau territoire. Enfin, c'était vraiment, on était déjà là. Vous avez de la connaissance, un peu de réseau, etc. quoi. Exactement. En fait, la raison principale pour laquelle moi je suis parti aux États-Unis, c'était une raison de reconstruction de mon équipe de management, beaucoup. En fait, comme je disais, en fait, il y a 5 minutes. Quand on a commencé à vouloir faire cette transition, une des choses qui est apparue assez évidente, en tout cas au début, c'était il nous faut des gens qui savent faire, déjà, pour commencer. Il va falloir trouver des gens qui ont déjà vu cette espèce de transition et de motion. Et en fait, quand tu réfléchis à qui en Europe a déjà vu une boîte product-led self-serve qui a fait une transition vers une boîte sales-assisted, alors je suis désolé pour tout, là le compteur il explose, qui a fait une transition vers un go-to-market motion sales-assisted et qui l'a vu jusqu'au bout. En fait, il y a quoi, 3 personnes 5 personnes moi, je sais pas. et donc, en fait, et c'est un peu ça la tragédie finalement des founders français qui doivent partir aux US, c'est que une grosse partie de ce départ, il est souvent derrière que ces talents finalement qui vont pouvoir aider à faire cette transition-là ou qui vont pouvoir aider presque à voir la prochaine étape. On n'en a pas encore assez en Europe pour pouvoir justifier de rester en Europe. Et donc... Aircall peut-être d'ailleurs, j'y pense. Et Front, je ne sais pas s'ils ont commencé en self-serve, je ne suis pas sûr. Aircall, pour te dire, pour avoir été à un des talks du CEO à l'époque, il racontait que, par exemple, le commercial, les commerciaux en France, c'est tellement un métier qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existait pas quand ils ont démarré Aircall, qu'ils ont monté une école de commerciaux en interne dans la boîte, où ils ont fait venir justement un de ces VP Sales américains. Ils ont fait venir à Paris, c'était leur VP Sales, et le VP Sales avait créé la Commercial School of Aircall pour aider en fait les commerciaux à monter en compétences en France. Et
c'est pas étonnant finalement, parce que là où en fait à San Francisco des boîtes comme ça il y en a tous les quarts d'heure, en Europe on est encore assez immature. Bien sûr. Ce qui est bien, c'est d'avoir des founders finalement qui partent et qui reviennent, parce qu'ils apportent ces apprentissages là en France, etc., mais le marché n'est pas encore assez mature pour pouvoir faire ça. Et donc pour moi ce départ là en fait il était initialement pour, on va trouver notre VP Sales ou CRO ou n'importe, qui va nous aider à faire cette transition là. Et ça, c'était la partie naïve, en fait, de cette histoire-là. Parce que la réalité, c'est que le changement de go-to-market motion, il est beaucoup plus qu'un changement de juste il nous faut un VP Sales et c'est comme ça que ça va marcher. C'est quelque chose qui change complètement l'ADN de la boîte. En fait, ça change la manière dont on fait du marketing, ça change la manière dont on fait du produit, ça change la manière dont on fait des roadmaps, ça change en fait l'intégralité de la manière dont on pense la boîte et comment elle interagit avec le monde extérieur, finalement. Parce que là où, en fait, un go-to-market self-serve, le dénominateur commun, c'est les plus petites boîtes. L'enterprise, le dénominateur commun, c'est la plus grosse boîte. Tu vois. Et donc, en fait, là où on a commencé historiquement à juste chercher un VP Sales, je me suis retrouvé finalement presque à devoir changer l'intégralité de mon équipe de management. Wow. Presque intégralement, en fait, quand je dis c'est. Donc, on a recruté une nouvelle VP Marketing, un nouveau CPO, un nouveau CRO, un nouveau. Donc, parce que pas les compétences. Donc c'est un peu ça la tragédie en fait de ces transitions-là. Et donc je fais un disclaimer, c'est une transition qui est très dure. Parce qu'en fait, des gens qui sont très bons en self-serve ne seront pas nécessairement très bons en enterprise. Et cette réalisation-là, elle est très difficile parce que des gens qui ont pu accompagner les boîtes pendant longtemps et qui ont été très bons à faire qui sont investis, qui avaient envie de rester. Exactement. Et certains vont s'auto-désigner comme je sais pas faire et ça me plaît pas. Et certains vont... Ça va être très dur en fait parce que historiquement ont été très bons dans la boîte et vont malheureusement pas pouvoir en fait monter en compétence assez vite pour pouvoir supporter cette transition-là. Donc c'est un sujet de vitesse d'apprentissage parce qu'il y a des gens qui, tu vois, qui sont malléables et je veux dire pas dans le sens tu leur dis quoi faire, mais dans le sens ils savent rebondir et s'adapter. Ouais. Et ce que tu dis, c'est que c'est faut aller dans ce move-là. En plus, c'était un move, j'imagine, très dur stratégiquement. Il fallait aller vite. Ouais, exactement. Et donc, il y a l'apprentissage, il y a la vitesse d'apprentissage. Donc, finalement, tu optimises pour deux choses. À quel point les gens peuvent rapidement apprendre. Ok. À quel point ils ont déjà vu ça. En fait, à quel point ils ont de l'expérience et ils l'ont déjà vu. À quel point ils peuvent en fait te dire dans 6 mois, on aura ce problème-là. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre sur le tas. C'est quelque chose qu'il faut l'avoir vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il fallait des gens qui étaient un peu directeurs déjà de ça. Enfin, pas directifs, mais dans le sens, ils avaient déjà des convictions, ils pouvaient emmener la boîte. Exactement. Et alors, c'est peut-être terrible à dire, mais les startups, c'est très dur en fait. C'est-à-dire que monter une boîte, c'est très dur. Et la plupart des boîtes n'ont pas le temps que les gens apprennent. En fait, c'est un peu ça la tragédie des startups. C'est que une startup, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte à laquelle on demande d'avoir une croissance non naturelle pour atteindre 100 millions de revenus. Combien de gens vont pouvoir avoir la même croissance personnelle non naturelle pour pouvoir supporter les 100 millions de revenus ? Et donc, en fait, ces rotations, finalement, elles sont très naturelles dans ce genre de boîte-là parce que les startups, elles n'ont pas ni le runway, donc elles n'ont pas le cash, finalement, ni le cash restant, exactement, ni le temps de faire que tout le monde apprenne en permanence. Et parfois, il faut faire venir en fait, de l'expérience dans les boîtes pour pouvoir réussir ces transitions-là, par exemple, stratégiques. Et donc, donc on s'est retrouvé finalement, enfin, je me suis retrouvé à passer de « Ah, ok, on va juste recruter une équipe commerciale » à « Ah, ok, en fait, on va changer l'intégralité de l'ADN de la boîte. Gros mouvement. C'est pas juste un mouvement stratégique, un positionnement ou autre, c'est vraiment... Ouais, très gros mouvement. Donc ça, c'était la première partie, c'était vraiment une partie purement organisationnelle. Ça a été une partie il nous faut un management qui a déjà vu cette transition-là et qui va pouvoir nous aider à opérer cette transition. Comment tu as fait juste pour te repérer ? J'imagine que toi, sur place, tu connais pas beaucoup de monde. Tu cherches des personnes plutôt américaines à ce moment-là ou pas forcément ? Ouais, 100% américaines. Ok. Comment tu fais pour te dire, voilà les profils qu'il me faut ? J'ai jamais fait parce que c'est la première fois que je monte une boîte self-assisted. Ouais. Alors, je vais essayer d'être concis dans ma réponse, mais j'imagine que ce sera un sujet complet. Mais... Ouais, exactement. Mais on peut en parler. En fait, c'est très intéressant. On peut en parler, mais. Donc déjà, nous, on a été supportés par des cabinets de recherche et aux États-Unis, il y a des cabinets. Enfin, aux États-Unis, il y a des cabinets de recherche qui sont spécialisés dans la recherche de CRO pour des B2B SaaS, enfin voilà, qui sont aussi spécifiques que ça, mais c'est assez fou. Enfin, j'en parle souvent aux Français parce que c'est pas des choses qui existent vraiment en France. Par exemple, un des groupes avec lequel on travaille s'appelle le Call Group. C'est 10 personnes. Leur métier, c'est juste de trouver des leaders commerciaux pour les boîtes B2B SaaS. Donc, ils ont trouvé celui d'Atlassian, de Figma, de machin. Wow. Comment ils font ? Donc, je sais qu'il y a 10 personnes, mais dans ces 10 personnes, il n'y a que 3 recruteurs.
Parce qu'en fait, les 7 autres personnes de la boîte, leur métier, en fait, c'est tu es commercial, tu viens d'entrer chez Slack, c'est ta première année, tu reçois un appel du call group qui te dit, écoute, tu es au début de ta carrière va être très longue et à un moment, tu voudras probablement devenir VP Sales ou n'importe. Donc en fait, on va se parler pendant 20 ans. On va apprendre à se connaître et le moment où tu voudras devenir directeur commercial ou VP Sales ou n'importe, et ben on te mettra en relation avec des boîtes, les meilleures boîtes du monde pour le faire. Et donc en fait, 70% de l'équipe, leur métier, c'est juste de créer un réseau de commerciaux de différents go-to-market motion dans différentes industries, etc., etc. Et donc, quand tu les recrutes, ce genre de groupe-là, pour travailler avec toi, ils font pas de la prospection. Ils ont déjà l'intégralité du réseau. Chasse pas tel qu'on peut le voir. Exactement. En fait, jour 1, ils ont 15 personnes qui peuvent te présenter qui correspondent à ce que tu cherches. Donc ça, déjà, c'est extraordinaire. Ça coûte très cher. Mais ça coûte quoi? Alors, par exemple, une recherche de VP Sales aux États-Unis, ça coûte 120, 140 000 $. Ça, c'est la commission que tu payes en plus plus des parts. De la personne, plus des parts de la boîte. Attends, le cabinet te prend des parts de la boîte? Alors, pourquoi ils font ça? Et en fait, c'est assez smart et c'est même plutôt une bonne chose, en réalité. Donc, c'est 0,08% de la boîte, machin. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, alors, je sais pas comment dire ça en français, ils vestent. Ouais. Donc, notion de vesting pour les gens qui veulent Google. Voilà, exactement. Ils vestent avec l'employé que tu recrutes. Donc, en fait, ils disent, nous, on est alignés avec le succès de la boîte, parce qu'en fait, quand vous allez recruter ce VP Sales, on veut qu'il soit là pour 4 ans, ou n'importe. Et du coup, en fait, nous, on prend une partie de cash, et ça paraît cher, mais en réalité, pour eux, c'est des petites search. Parce qu'en fait, les vrais search qu'ils font, pour Atlassian, ça coûte 3 millions, la search. Incroyable. Et donc, en fait, eux, ils font ça avec des startups dans lesquelles ils croient, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce genre de groupe-là aussi, c'est qu'ils te recrutent en tant que client. C'est pas l'inverse, en fait. C'est eux qui acceptent de travailler avec toi, et c'est pas comme un cabinet de conseil ou n'importe à qui tu dis oui, on a besoin de vous. Et c'est eux qui te disent vous avez besoin de nous, et nous, on est OK de bosser avec vous, et parce qu'on pense que vous êtes une boîte qui a de la valeur. Et donc ils prennent des parts de la boîte incroyable, je découvre en live, je n'étais pas au courant de ce truc. donc voilà, on bosse avec ce genre de groupe-là, okay. Par exemple, pour faire ce genre de recherche-là. Donc vous avez créé, effectivement, si on ferme la parenthèse, on pourrait faire un sujet complet, mais en gros, donc il y a eu combien de recrutements de fait, tu sais? De top-level management? Ouais. 5. On était une équipe de exécutifs de 7 personnes et on a 5 personnes qu'on a remplacées. Et ce qui veut dire aussi que comme c'est un produit qui est vendu avec une assistance commerciale. Waouh. Incroyable. Wow. Ouais, je suis français. Hein. Ah, oui. Il faut aussi pouvoir recruter des équipes commerciales. Vous aviez déjà en interne des gens que tu voyais pouvoir monter sur ces sujets, comme le top management est changé et que ça va donner une direction. Ouais. Comment ça s'est fait? On avait déjà une toute petite équipe commerciale, peut-être 2 commerciaux, aux États-Unis. Donc, c'était déjà le cas, puisqu'en fait, le gros de nos prospects enterprise venaient des États-Unis. Donc du coup, c'était logique pour nous en fait d'avoir des gens qui étaient dans la même géographie que nos clients. Et ouais, et donc ensuite, notre premier VP Sales, en fait, il a recruté peut-être une équipe de 20 commerciaux, donc on a dû grossir ces équipes-là énormément. Marketing pareil, product pareil, ça a été vraiment juste une immense reconstruction. Et peut-être que je peux juste fermer la parenthèse aussi sur le recrutement. On a parlé beaucoup de l'agence de recrutement, mais pas beaucoup de finalement qu'est-ce qu'il faut chercher. Cette agence de recrutement, elle est assez exceptionnelle parce qu'en fait, ces agences de recrutement, en plus de recruter pour toi, elles t'expliquent comment elles pensent le recrutement. Et ça, c'est quelque chose dont je parlais énormément avec les founders, comment recruter finalement les personnes qui vont être pertinentes au cours de son aventure. Et donc en fait, alors là, ça va être en anglais, ça va être horrible, donc encore une fois, le compteur explose. Je vais essayer de le faire en français, on y va. Donc en fait, quand on regarde un profil, je vais parler que de top-level manager. Ouais. Quand on regarde un profil, finalement, il n'y a que 3 variables qui comptent. Il y a, est-ce que cette personne a vu à quoi ressemble une boîte à l'échelle? Est-ce que cette personne a vu le périmètre que tu cherches pour ce rôle? Et est-ce que cette personne a vu le 0 à 1? Est-ce qu'elle a vu finalement la croissance d'une boîte? À quoi ça ressemble une boîte qui grossit? Tout le monde, en fait, existe sur un spectre dans ces 3 catégories-là. Donc, en fait, toi, quand tu vas chercher quelqu'un, tu vas te dire, qu'est-ce que j'optimise, en fait, parmi ces 3 choses-là? Ton instinct, il est de dire, je veux les 3, évidemment. Mais la réalité d'un recrutement, c'est qu'un recrutement, c'est une transaction. En fait, toi, en tant que boîte, tu as quelque chose à offrir à quelqu'un qui cherche quelque chose. Bien sûr.
Et donc en fait, à la place d'aller vers ton instinct qui consiste à dire bah oui, moi je veux la personne qui a été chez Facebook et ensuite qui a été dans une startup successful et qui l'a passé de 0 à 100 millions de revenus et qui a vu tous les rôles. En fait, ce que tu vas te dire, c'est moi, qu'est-ce que j'ai à offrir en tant que startup? Et ben en fait, en tant que startup, j'ai 2 expériences à offrir. J'ai soit je peux lui offrir un rôle qui est finalement est-ce que cette personne a vu le périmètre, soit je peux offrir l'histoire de croissance. Et donc en fait, quand tu penses à un recrutement comme ça, finalement tu vas te dire eh ben la personne que je cherche, donc par exemple un VP Sales, moi, ce qui compte pour moi, c'est que cette personne, elle ait vu le 0 à 1 dans des boîtes qui ont fait cette transition. Et ce qui compte, c'est qu'elle ait vu à quoi ressemble l'après de cette transition. Donc le rôle, finalement, est-ce qu'un director sales, c'est intéressant pour moi? Potentiellement, parce qu'en fait, un director sales qui a été chez Facebook qui a vu, ou chez n'importe quel grand groupe, Qualtrics, qui a vu de l'enterprise, et qui a été chez Algolia quand ils étaient à 10 millions de revenus et qui sont montés à 100 millions de revenus, c'est exactement le genre de profil qui va être pertinent pour le genre de recherche que je fais. Et donc ensuite, quand tu indexes sur la chose qui compte pour toi, donc nous, dans notre cas, c'était avoir vu une transition product-led sales assisted, bah finalement, tu as une shortlist de 20 boîtes qui correspondent exactement à ce que tu cherches. Et dans ces 20 boîtes, tu sais que tu cherches l'ancien directeur ou le current directeur commercial. Et donc en fait ça te fait une shortlist très très rapide. Ces infos, faut les avoir quand même, de savoir qu'une boîte a fait tel mouvement, tel changement, etc. Ouais, mais bon, c'est assez, ça va. C'est assez connu. Okay. C'est rare que ce soit très très niche en fait. Et donc là j'ai pris l'exemple du commercial, mais en fait ces principes-là, ils s'appliquent sur l'intégralité des recherches que tu fais. Et ça permet en fait de formaliser les recherches d'une manière qui est qui en fait est d'une part dans la transaction, dans le fait que je sais ce que j'ai à t'offrir, tu sais ce que tu as à m'offrir. Et d'autre part, de pas en fait faire juste de la prospection auprès de n'importe qui a un beau logo sur son CV, mais d'être très focus sur des boîtes qui vont avoir de la pertinence pour ce que tu cherches à faire. T'as parlé ni de type de produit de secteur et de salaire dans les critères. Ouais. Ça vient après, parce que ici c'est évident, en France, la première question ce qui déçoit un candidat dans l'expérience, c'est quand même qu'à un moment il se retrouve à faire 4 process et qu'on lui dise mais en fait le salaire qu'on te propose c'est moins que ce que tu as maintenant, quoi. Alors, donc nous, une boîte très américaine. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dès le début de la search, c'est très... En fait, ce genre de groupe de search, ils vont te dire... non, mais en fait, voilà combien tu vas devoir payer pour ce rôle. Bon, tu le sais déjà, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Voilà combien tu payes, voilà les parts que tu vas devoir donner. Donc, c'est très rare... Enfin, c'est même jamais arrivé, pour être honnête. C'est une condition d'entrée, en fait, ça rentre pas dans la... Exactement. Mais pour donner des prix, parce que je sais que ça intéresse toujours les gens de comprendre un petit peu quels sont les... Ouais. Un VP Sales aux États-Unis aujourd'hui à San Francisco, c'est $500,000 par an à peu près, $250,000 OTI, donc ça veut dire $250,000 net, enfin fixe, et $250,000 de variable. Voilà, donc en fait, quand tu arrives dans ta recherche, tu sais que ça va être ça, tu sais combien ça va être de parts. C'est déjà dans le business plan, en fait. Exactement. Donc c'est pas et des deux côtés de l'équation, c'est-à-dire le VP Sales, il sait exactement à quoi s'attendre, c'est beaucoup plus transparent et public que la surprise de fin de process, genre désolé, en fait c'est 120 000. Non, ça a jamais été un souci pour le coup. C'est très clair des deux côtés de l'équation. Là, on a parlé beaucoup de mouvements d'orga, du coup, pour faire ce virage qui est finalement un virage de strat dans le produit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, du coup, dans le produit en lui-même? Peut-être dans les process de développement produit, est-ce qu'il y a des changements? Chaud un peu de savoir un peu comment ça se passe. Ouais, bien sûr. Bah alors, bon, déjà, il y a beaucoup plus de sécurité. Enfin, il y a beaucoup plus de... Quand on voit de l'entreprise, en fait, l'instinct des gens qui viennent du produit, comme toi, comme moi, il est de faire de la feature. Il est de dire, on va créer de plus en plus de features et c'est ça qu'on mettra sur nos plans entreprises, etc. La réalité, en fait, c'est que les entreprises, elles achètent 3 choses. Je vais essayer de le faire en français aussi. Les fonctionnalités, donc les features, les requirements, tant pis, j'ai pas le mot. Ok. Spécification, exigence, on va dire, et les services. Ouais. Ok. Service. Ouais, exactement, j'ai dit en français, donc là on peut rien me dire. et donc en fait, là où en fait des founders produits vont vraiment indexer énormément sur les fonctionnalités, la réalité, c'est que les entreprises elles achètent 80% le reste des deux et 20% les fonctionnalités. Okay. Ce que ça veut dire par là, en fait, c'est que en fait, une entreprise, ce qu'elle achète, c'est elles savent qu'elles ont un cycle d'achat qui est très long, qui est très complexe, qui va demander en fait des allers-retours légaux, qui vont demander ce qu'on appelle du redlining, donc le fait de pouvoir
review les différents contrats qui vont exister entre les deux parties. Et elles vont aussi avoir besoin de gens qui vont les aider à faire de la conduite du changement. Donc, elles vont avoir besoin d'un customer success, elles vont avoir besoin de, par exemple, dans notre cas, de research partner. Donc, un research partner chez nous, c'est quelqu'un qui va aider les équipes à monter en compétences chez nos clients. C'est quasiment les consultants Salesforce pour Salesforce. Ouais, exactement. Et donc, en fait, les boîtes, elles achètent 20%, les entreprises, elles achètent 20% ça, 80% ça. Et c'est ça qu'elle paye en fait. Quand tu es IBM, tu sais que tu peux pas te décrocher le téléphone sans payer $80,000 parce qu'en fait tu achètes ça de base. Wow. Exactement. Donc c'est un peu ça qu'il faut comprendre en fait quand on passe sur un go-to-market motion qui est beaucoup plus enterprise. Et donc la stratégie produit, elle doit supporter ça. Donc ça va vouloir dire être beaucoup plus compliant. Ça va vouloir dire, tu vois, nous on est passé SOC 2, on a dû faire toutes les normes, etc. Pour vendre à de l'entreprise. Et ensuite, pour nous, par exemple, d'un point de vue feature, fonctionnalité, il y a eu une vraie question de comprendre les besoins de ce marché-là par rapport aux besoins du marché qu'on a adressé historiquement. Et en fait, on a fait plein de choix historiques chez Maze qui étaient des mauvais choix, qui étaient des choix philosophiques pour les mauvaises raisons. Okay. En fait, si tu penses à la research, c'est lent pour plein de raisons, mais notamment parce que nous, on n'arrivait pas à... La research, c'est principalement qualitatif aujourd'hui dans le monde. Et le qualitatif, c'était très très dur de l'accélérer. En fait, on n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire du quali à la vitesse à laquelle les équipes produits pouvaient faire du produit. Et notre réponse à ça, c'est on fera jamais de quali. Okay. En tout cas, on n'avait pas une réponse technologique pour le faire. On disait, mais on était un peu schizophrène par rapport à ça. On se disait, est-ce que le quanti va remplacer le quali? Est-ce que le quanti, c'est assez pour arriver jusqu'à la... En interne, on savait que c'était faux, en fait. Mais on n'avait pas trop de réponse à ça. La deuxième partie, c'est le panel. Donc, le panel, c'est très dur. Faire une boîte de panel, c'est extrêmement dur. Tu peux rappeler ce que c'est que le panel? Oui, bien sûr. Quand on fait de la recherche utilisateur, il y a la partie recherche et la partie utilisateur. Donc, il faut des gens qui viennent et qui participent à ces études. Ces gens-là, ils vont être soit tes clients qui existent déjà, soit ils vont être des panels. Donc, en fait, c'est des boîtes qui cherchent des participants pour ces études pour toi. C'est du recrutement de participants, en fait. Exactement. Et c'est une tannée. C'est horrible, mais même en tant que business, c'est un business qui est très dur. C'est un business qui a des marges très faibles. Enfin bref, il y a plein de choses où créer un panel, c'est très dur. Maintenir un panel, c'est très dur. Trouver des participants pour des études niches, c'est très dur. En fait, c'est... Et donc, là où, en fait, finalement, quand tu regardes le space de la research, c'était un space qui était très qualitatif et panel. Nous, on a dit, on n'est tellement pas ça, on n'est tellement pas ça de la research qu'on ne sera jamais un panel et qu'on ne sera jamais qualitatif. Et on arrivait en enterprise, et en fait, les entreprises disaient, en fait, nous, on veut du quali, on veut un panel. C'est pas compliqué. Et donc, en fait, on a eu un peu ce truc de, ok, maintenant, on comprend ce marché. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Il y a juste un truc, ce que tu dis, on veut pas être quali, pas de panel, ça veut dire quoi? Que vous faites du quanti comme amplitude? Qu'on fait du quanti, disons pas qu'amplitude, nous on faisait des tests d'usabilité, plein de choses, mais du surveil, en fait des choses sur lesquelles tu peux faire des constats avec des chiffres derrière, des surveils, tu dis j'ai X réponses qui ont fait ça. Exactement, ultra rapide. En fait, puisque si ta thèse derrière tout ça, c'est il faut que la research se fasse vite, comment est-ce que tu scale de vidéos? Très difficile. Ouais. Donc je t'ai coupé sur le fait, tu disais, une fois qu'on s'est confronté aux clients qui nous ont dit, oui, mais nous on veut du panel et de qualitatif. Quali, qu'est-ce que tu fais en fait? Et donc qu'est-ce que tu as fait? Et du coup, on a... Excellente question, Timothée. Merci. Je sers un peu à quelque chose. En fait, ce qu'on a fait, à ce moment-là, en fait, tu as deux options. Soit tu dis, vous avez tort à tes clients. Et tu as des convictions et tu fais autrement. Voilà. Soit tu dis, en fait, peut-être qu'on a ces principes pour les mauvaises raisons et qu'en fait, on a ces principes parce qu'on voulait pas devenir, dans notre cas, user testing, qui est l'espèce de boîte vieillissante de notre space. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver ce qu'on appelle le Maze Way, donc la manière de Maze de faire du panel et la manière de Maze de faire du qualitatif, qui ne trahit pas notre mission en fait, qui reste... Et donc c'est ce qu'on a fait en fait. Donc la nouvelle thèse, c'était comment est-ce qu'on répond à des besoins clients, entreprises, qui sont éloignés finalement de notre thèse historique, et comment on le répond d'une manière qui est conforme avec la manière dont on pense chez Maze. Et donc, tu as rencontré Nathalie, par exemple, notre directrice product. Ouais. Ça a été un de ces gros sujets, finalement. Et donc, il y a eu plein de choses. On a eu la chance d'avoir un immense shift technologique avec l'IA chez nous, qui a permis finalement d'accélérer énormément des choses qui n'étaient pas accélérables avant. Donc, notamment des larges volumes de données
non structurée comme de la donnée qualitative, on peut maintenant l'analyser extrêmement vite. Donc on a pu utiliser la technologie qui était disponible pour pouvoir répondre à cette question et répondre à la manière de Maze. Et pour le panel, ça a été un peu pareil. En fait, notre stratégie, au lieu de dire on va créer un panel et c'est très dur, on s'est dit c'est quoi la manière de Maze de faire du Maze en fait. Et Maze, pour ceux qui connaissent un petit peu les débuts de Maze, on était une intégration de InVision. En fait, on faisait du test de prototype. Et notre boîte, elle s'est construite beaucoup en fait sur des intégrations. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire du panel sans avoir à faire du panel via des intégrations et en fait d'offrir une expérience utilisateur qui est encore meilleure que les panels historiques? Eh ben, si. En fait, la manière qu'on a de résoudre ce problème-là chez nous, ça a été de dire, au lieu de créer un panel qui est très dur, qui coûte très cher, en fait, on va juste devenir des partenaires des meilleures boîtes de panel. Et ça nous permet une flexibilité qui est énorme parce qu'en fait, si on a des clients, par exemple, on a Grab Taxi en Asie du Sud-Est qui a besoin de chauffeurs de taxi, en fait, juste, on va trouver un panel local avec lequel on peut travailler. On a une sorte de marketplace de panel et on permet à nos clients de pouvoir, presque faire grandir notre panel en fonction de leurs besoins. Et donc voilà, donc, pour nous, la stratégie produit, elle a évolué et on a dû finalement répondre à une question qui était une bonne question, en fait. Si c'est ce dont ont besoin les entreprises, comment Maze répond à cette question-là. Et ça nous a permis en fait de revoir des espèces de principes philosophiques qu'on tenait pour les mauvaises raisons et d'y répondre. Excellent. Donc voilà. Donc là, tu nous as parlé de la phase, donc du coup, comment c'est passé d'un point de vue orga et structure, de people, quoi, la façon de s'organiser. Tu nous as parlé de la strat et de la vision de la boîte qui a dû bouger un petit peu quand même, du coup, bien sûr. Avec ce truc de dire, en fait, on va aller dans le sens de ce que veulent nos clients. Alors ça veut pas dire qu'il faut répondre à tous leurs besoins. Mais non, bien sûr. Et est-ce que d'un point de vue, donc là si on parle un peu de technique, dans la façon dont vous shippez du produit, que vous le construisez, etc., il y a eu des changements, peut-être déjà d'une part dans l'équipe produit et design. Est-ce qu'il y a eu ce besoin, comme dans le top management, de trouver des profils un peu différents? Et est-ce que dans le process, donc là je parle, je sais pas, la mise en prod ou la construction du produit, tu vois des différences ou pas du tout? La plus grosse différence, je pense, c'est que quand tu vends à des entreprises, ils n'achètent pas un produit pour un an. En fait, les entreprises, elles achètent, tu deviens un partenaire de cette entreprise dans sa mission, par exemple, de démocratiser la research dans sa boîte. Ce que ça veut dire, finalement, quand tu réfléchis à ça, c'est que ces boîtes-là doivent avoir de la visibilité dans ce que tu vas ship, dans ce que tu vas livrer à tes clients. On en est un, on en est deux, on en est trois. Et donc, en fait, ça te force un peu à formaliser ta vision produit d'une manière où tu vas un peu... commit, en fait. Tu vas dire, oui, c'est ce qu'on va faire, en fait. D'autre part, c'est dans les deux sens. En fait, tes entreprises clientes deviennent des partenaires de la conception produit. Ça ne veut pas dire que tu fais du serviciel, ça ne veut pas dire que... ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tu te retrouves à devoir répondre à toutes les demandes des entreprises, mais ça veut dire qu'en fait, tu peux les faire rentrer dans la manière dont tu conçois le produit. Elles peuvent t'éduquer aussi sur la manière dont les entreprises pensent la research. Et donc, en fait, cette espèce de... On doit avoir une roadmap dont on doit pouvoir parler à année 1, année 2, avec plus ou moins des degrés de confiance dans la roadmap. Et d'autre part, on doit avoir des inputs de la part de ces entreprises pour pouvoir concevoir la roadmap avec eux. Donc, c'est ça qui a changé, je pense, plus que... peut-être que si un jour tu interviews Nathalie, elle pourra te parler des technicités un peu plus profondes de comment ça change de produit. Ça, pour moi, ça a été le vrai changement. En fait, on est passé d'un produit où on n'avait pas de public roadmap, rien. En fait, on faisait en fonction de ce qu'on apprenait au fur et à mesure du temps, à un produit où tu dois un petit peu plus formaliser ce que tu vas faire et comment tu le penses. C'est un peu ce sujet de design partner ou pas du tout? Complètement. Et ça, tu l'avais pas avec des boîtes plus petites? Un petit peu, mais c'est moins formalisé. Beaucoup moins long terme aussi. Oui, forcément. Tu disais que les boîtes qui viennent, qui repartent, etc. Parce qu'en fait, tu as des boîtes, tu vois, qui achètent des contrats de 3 ans, de 5 ans, tu vois. Et en fait, encore une fois, c'est vraiment une différence de... Les petites boîtes, elles t'achètent pour faire de la research. Les grandes boîtes, elles t'achètent parce que tu vas devenir le muscle de démocratisation dans leur boîte. Et donc, c'est ça le gros changement, finalement. En parlant de démocratiser et d'évangéliser, donc il y a aussi une partie sur laquelle ça a un peu bougé. Pour les gens qui suivent Maze, vous avez fait un énorme travail de contenu depuis le début, avec déjà des articles super quali. Il y a un podcast, je crois qu'il y a un événement, la DiscoConf. C'est de la bombe, ce truc. Écoute, petite pub, je mettrai le lien si l'épisode sort avant. Je crois que ça va être chaud, mais on va essayer. Ça m'étonnerait, mais j'espère que vous étiez là. C'est ça, j'espère que vous y étiez, DiscoConf, Anthony Disco. Et pareil, des templates, il y a eu plein de trucs.
Est-ce que du coup, tu disais que ça servait à évangéliser quand votre marché, vos clients, vos types, c'était des startups, des petites boîtes. Ouais. Est-ce que du coup, sur la partie go-to-market, distribution, contenu, la stratégie a bougé également? Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, ouais. Donc là maintenant tu fais du marketing, là maintenant tu évangélises, elle change complètement. Donc nous on est passé finalement de un marché très immature dans lequel en fait pour la plupart des gens on était c'était le premier designer qui faisait de la research et comment est-ce qu'on l'aide à devenir un champion de la research. Et donc on avait des grands piliers de contenu en fait. On avait un pilier qui était un pilier monté en compétences. Donc on crée des guides, on va créer des choses, on va templétiser le produit pour permettre à des gens qui n'ont pas la maturité de quand même faire des choses qui ont de la valeur. Il y a un pilier, comment je donne des munitions à ce premier designer pour pouvoir essayer d'évangéliser la research en interne, donc lui apprendre à parler le langage de la research. Et il y a un pilier Customer Study qui était comment on montre à ces gens qui veulent à quoi ressemble l'après, quand ils ont réussi. Donc ça, c'était les gros pans, et on pourra en parler pendant 3 heures, mais les gros pans de contenu de démocratisation, c'était ça. Quand tu vends à de l'entreprise, surtout quand il y a beaucoup plus de maturité, ça devient complètement différent. En fait, ta démocratisation, déjà, nos clients, ils ont changé à ce moment-là. En fait, on est passé de... Nos clients, c'était souvent le premier designer ou le premier PM dans une boîte qui essaie de faire de la research à l'équipe de research de ces entreprises qui essaye d'évangéliser. Et donc, en fait, d'un point de vue produit même et d'un point de vue content, il y a eu un énorme shift où, en fait, à la place d'aider ce premier PM, tu aides tu aides ton client à avoir du succès, à démocratiser pour ses partenaires dans la boîte, quoi. Ouais. Donc ouais, ça a changé énormément la manière dont on pense le contenu, dont on pense le produit et les collaborations à l'intérieur du produit, parce qu'en fait maintenant le researcher c'est le champion et le researcher il aide son équipe à se démocratiser. Et ça veut dire par exemple permettre aux researchers dans le produit de faire une question bank. Donc avoir ta banque de questions, c'est le researcher qui écrit les questions et le ton et comment est-ce qu'on pose des questions chez Just Eat. Et ensuite, les PM peuvent s'en servir. Donc c'est ce genre de choses-là en fait qui a changé énormément, je trouve, dans la manière dont on communique. Mais vous avez gardé quand même cette strate de dire il faut faire beaucoup de contenu. Il y a des boîtes qui en font pas du tout. Ouais, complètement. Vous avez gardé ce sujet, même si vous êtes moins dans l'évangélisation qu'avant, visiblement. C'est une strate que vous suivez toujours. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, bon, comme on n'a pas non plus un temps. On peut aller sur ce sujet. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que j'ai tiré des traits un peu larges sur ce qu'on a fait, mais en réalité, même au sein des entreprises, il y a différents niveaux de maturité, il y a aussi différents niveaux de taille d'entreprise. En fait, nous, en entreprise, on parle de commercial, mid-market, enterprise. Commercial, c'est des boîtes entre 100 et 1000 personnes. Mid-market, c'est 1000 à 5000. Enterprise, c'est 5000 plus. Et au sein même de ces 3 structures, il y a encore différents niveaux de maturité. Et donc, en fait, par exemple, j'étais à Londres cette semaine pour rencontrer des clients. Donc, on fait souvent ça. On part, on rencontre nos clients. Et la range de maturité qui existe entre différentes entreprises, elle est immense aussi. Et donc, en fait, il faut comprendre que tu dois concevoir un produit qui peut aussi bien supporter un premier PM dans une boîte qui va essayer de faire de la research, qu'une boîte dans laquelle il y a 30 researchers qui ont un impact énorme dans la boîte et les aider à démocratiser pour le reste de la boîte, qu'une boîte enterprise qui a beaucoup de designers et de PM, mais qui a 3 researchers. Et donc, en fait, c'est espèce de jungle que tu dois faire entre ces trucs-là. Le content est énormément en fait à remplir finalement les trous qui existent dans ce chemin-là. Puisque le but, c'est que tout le monde ressemble à cette dernière boîte avec la plus de maturité. Et c'est ça que je voulais dire par ton dénominateur commun, il change. En fait, ton dénominateur commun, il est la boîte la plus mature et tu veux aider tout le monde à devenir ça. Versus, avant, tu penses ton produit par le dénominateur commun, c'est la boîte la moins mature et tu dois aider tout le monde à faire ça. Donc, c'est un peu le switch. J'entends que le contenu, c'est un sujet, c'est un support d'évangélisation très fort chez vous, parce que finalement, tu m'en as pas parlé comme stratégie d'acquisition particulièrement. Tu m'as dit, alors ça fait partie, mais tu m'as dit, c'est surtout là pour évangéliser, combler des trous, etc., pour des cibles qui sont pas uniformes et tout. Dans plein de boîtes SaaS, c'est une manière pas d'évangéliser, pardon, mais de vendre en fait. Tu penses à, je sais pas, des gens comme Lemlist par exemple, tu vois, un soft marché très mature, mais bon, une grosse strat j'en parle souvent de Lemlist parce que je connais bien la boîte, mais ça peut être partout aussi par exemple. Bien sûr. Et chez toi, c'est pas un choix forcément de canal de go-to-market, c'est de l'évangélisation ou tu vois un peu comme les deux? En fait, c'est forcément les deux, mais c'est surtout que la manière dont moi je le pense, c'est que le contenu, ce n'est un canal d'acquisition que si le contenu apporte de la valeur aux gens. Donc en fait si tu penses ton contenu comme c'est pour faire de l'acquisition, t'as déjà perdu en fait. C'est comme les gens, quand les gens te demandent
est-ce que ton but c'est de rentrer en bourse? Est-ce que c'est de te faire acheter? Tu dis non, mon but c'est de faire une boîte qui marche et ensuite on verra ce qui se passe avec. En fait, ton but c'est de faire du contenu qui apporte de la valeur aux gens. Si ton contenu apporte assez de valeur aux gens, tu auras de toute façon une stratégie de contenu qui amènera des gens. En fait, c'est un peu ça si tu pars d'une stratégie SEO qui n'apporte pas de valeur aux gens, tu vas de toute façon échouer. Donc pour moi, c'est deux faces de la même pièce. En fait, c'est les gens qui ont du succès avec des stratégies de contenu, même l'Emlist, c'est parce que le contenu apporte de la valeur. C'est comme ça que c'est pensé à la base. Mais tu aurais pu avoir une stratégie, je te dis une bêtise peut-être, tu vas me dire, de dire, nous, il faut qu'on évangélise. Je ne vais pas le faire par du contenu en ligne. Je vais aller dans les boîtes, faire des confs, des talks, des machins. C'est une strat. Alors, c'est coûteux, mais c'est une strat, tu vois. Et c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que c'était décidé comme étant une strat seulement d'évangélisation ou ça faisait partie aussi de votre strat d'acquis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je pense que c'était les deux. Et puis surtout, le contenu, c'est une strat d'acquise dans lesquelles tu plantes des graines en année 1 pour avoir des fruits en année 4, en fait. Donc, c'est une strat d'acquise, en fait, tu sais, c'est cette fameuse phrase de le meilleur jour pour planter un arbre, c'était il y a 100 ans, et le deuxième meilleur jour, c'est aujourd'hui. C'est un peu la même chose, en fait. Donc, nous, on a pensé à la stratégie de contenu comme ce sera important de toute façon. C'est très important pour l'évangélisation, et demain, on en récoltera les fruits, finalement, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est beaucoup des pièces de contenu qu'on a pu développer des 6 dernières années, en fait, elles sont génératrices de prospects énormément pour nous. Est-ce que tu as, comme je vois que ça tourne vite le temps, toi, tu es, je pense, devenu un peu un expert sur les sujets de research. Bon, tu l'as fait avant comme métier, puis maintenant, tu commences à poncer un peu le sujet. Pour tous les PM, designers, donc gens qui viennent pas de la research, CEO, cofondateurs, peu importe, tous les gens qui écoutent ce podcast, qui ont envie de s'intéresser un peu à ça, qui ont entendu parler ou pas du tout, et qui du coup, chez qui ça a déclenché quelque chose. Est-ce que tu as un conseil à donner, un endroit vers lesquels les diriger, un déclic que tu as eu récemment qui pourrait les faire réfléchir n'importe quoi, qui pourrait les faire... C'est une bonne question. je pense que la première chose, c'est de dédramatiser la research. En fait, ce que je vois dans beaucoup de boîtes, c'est la research, ça a une perception toujours très... mais on peut pas, mais on n'a pas le budget, mais on sait pas faire, mais machin. En fait, moi, il y a une grande phrase qui est si tu penses que t'as pas les moyens de faire de la research, c'est que t'as vraiment pas les moyens de pas faire de research. Qui est ce fameux truc de dire, en fait, si ta boîte elle est en permanence en train de ship des choses et que en fait tu te dis, en fait, on est déjà tellement pressé par le fait de devoir release des trucs qu'on n'a pas le temps de savoir ce qu'on doit release. Peut-être qu'il faut repenser la manière dont tu conçois en règle générale. La deuxième chose que je dis souvent aux boîtes, surtout avec des maturités un peu plus faibles, c'est en fait, il faut juste commencer. Donc, c'est vraiment le conseil de base, mais la réalité, c'est que parler à un utilisateur, c'est de la research. Organiser un Customer Advisory Board et parler à l'utilisateur régulièrement, c'est déjà de la research. Sans même utiliser mail, sans même juste comprendre les besoins de ses utilisateurs, c'est extrêmement important. Nous, on a une grosse thèse derrière tout ça, en fait, c'est que, et notamment, on n'a pas du tout parlé d'IA, ce qui est quand même extraordinaire. Bravo à nous. Mais du coup, je vais en parler en une seconde. En gros, la grosse thèse derrière tout ça aussi, c'est que nos métiers, ils sont tous en train de changer. C'est-à-dire que dans la tech, dans le product, dans engineering, design, etc., l'impact de ça, finalement, quand on le regarde, quand on dézoome là-dessus, c'est que tout d'un coup, on va avoir des équipes de engineering, design, etc., qui vont toutes pouvoir produire très vite. En fait, quel que soit le niveau de maturité des boîtes, on va avoir finalement presque une espèce d'homogénéité, de capacité à produire des choses. Et donc, ça nous force un peu à réfléchir à, si tout le monde peut produire, la seule chose qui te différencie toi de ton compétiteur, c'est plus ta capacité à produire mieux, plus vite, etc., c'est ce que tu produis. Et ça, c'est la research. Et en fait, et donc nous, on a un concept qu'on appelle le time to write, qui consiste à dire, en fait, ton focus, il devrait plus être dans le fait d'essayer d'aller le plus rapidement possible vers ton time to market, le but d'aller le plus rapidement possible vers ton marché. Le but, c'est d'avoir le bon produit que tu pousses sur ton marché. Et donc, en fait, nous, ce qu'on pense derrière tout ça, c'est que la research, tout comme la data, c'est pas un problème de researcher, comme c'est pas un problème de data analyst, c'est un problème de tout le monde, de comprendre les besoins d'utilisateurs. Et ça va être encore pire dans les 5 prochaines années, en fait. Et donc commencer maintenant, pour reprendre l'analogie de l'arbre, c'est le meilleur jour pour commencer à essayer de mieux comprendre ses utilisateurs, puisque c'est finalement presque la monnaie de demain pour les boîtes, en fait, la manière de la force avec laquelle tu comprends tes utilisateurs. Ok. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser dans tout cet échange-là? En fait, il y a 2-3 sujets, et peut-être qu'on fera un deuxième podcast pour avec plaisir, invitation faite. Bien sûr. En fait, peut-être que dans la transition product-led self-serve, product-led assisted, on n'a pas trop parlé de
pricing et packaging, des sujets qui sont quand même très très importants sur ces sujets-là. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler en 5 minutes, mais... 5 minutes. Ouais, j'ai 5 minutes, c'est parfait. Donc il y a ce sujet-là. Il y a comment ne pas faire les mauvais recrutements aussi. Et ça, je pourrais en parler 3 minutes aussi, mais... ça fait 8 minutes, on les a pas. Mince. Bon, on va choisir, allez, pricing, packaging. Allez, let's go. Le pricing, packaging, donc quel est le prix que tu donnes à ton produit, c'est un sujet, évidemment, c'est un problème non résolu. Ça veut dire que dans ta boîte, ce sera en permanence. C'est pas ah tiens, on a trouvé le pricing parfait, c'est pas parfait, on peut aller dormir. Ce sera un truc qui va revenir littéralement toutes les. S'il y a des PM qui écoutent ça, je suis sûr que c'est un problème qui est récurrent, constant. Quand tu fais cette transition, il y a un truc qui est très très dur, c'est qu'en fait, ta base historique de gens, ils achètent en self-serve, mais tu veux essayer de faire du sales. Le symptôme classique de ça, qu'on voit dans toutes les boîtes, il est très simple, c'est que tu t'auto-cannibalises. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas essayer de vendre à des entreprises. Ton motion historique, il est self-serve, et tu veux pas tuer ton self-serve parce que tu veux pouvoir continuer à capitaliser. Mais en fait, une boîte, surtout une start-up, elle n'a pas le budget ni de ressources, ni mental, ni financier, de maintenir deux go-to-market motion. Et donc, ce qui se passe régulièrement, ce qui s'est passé avec Maze, par exemple, c'est que les premiers mois où on a fait cette transition, on n'avait pas envie encore de changer le self-serve. On était là, ça fonctionne quand même un peu, il faut qu'on le laisse. 70% des raisons pour lesquelles on ne closait pas nos clients, c'est parce que nos clients closaient tout seuls en self-serve. Ouais. Mais ça veut dire 90% du CA en moins pendant quelques mois. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, il y a une intentionnalité très très forte que tu dois avoir sur cette transition. Et elle peut avoir comme conséquence de rendre ton self-serve pire, bien pire, et de rendre ton entreprise bien meilleure. Parce qu'en fait, tu dois choisir là où tu mets le bâton et là où tu mets la carotte, finalement, entre ces trucs-là. Et si tu fais pas ce choix-là, tes clients vont le faire pour toi de toute façon, en fait. Ouais. Et la plupart des clients, surtout quand tu as un go-to-market historique self-serve, eh ben, en fait, tu vas t'adresser à des gens qui préfèrent largement swiper une carte de crédit que de parler à un commercial. Largement payer $1,000 que $30,000. Largement. Et donc, en fait, il y a vraiment un sujet de à quel moment j'accepte de kill une partie de mon self-serve pour pouvoir faire que mes commerciaux réussissent. Et ensuite, la deuxième partie de ça, c'est une fois que j'ai réussi à faire ça, j'aurai à nouveau gagné le droit de recréer un self-serve qui fonctionne. Parce que j'aurais mieux compris mes entreprises. Et donc, en fait, ça veut dire se passer du revenu des self-serve, ça veut dire potentiellement frustrer une partie du segment historique. Mais les gens qui refusent de faire ce choix, et c'est ça le truc qui est difficile, c'est que c'est un choix, en fait. Et les gens qui refusent de faire ce choix, et ben c'est les gens qui vont échouer à faire cette transition. Combien de temps, toi, avec Maze ? En fait, on a fait pendant 6 mois, on voyait ça. 6 mois avec les deux, quoi. Avec les deux. Notre VP Sales qui sonnait la sonnette d'alarme en permanence en disant il faut qu'on arrête de perdre des deals contre nous-mêmes. Et en fait, à un moment, on a dit bon, bah, ok, en fait, on va vraiment cut le self-serve et le rendre fonctionnel pour les petites boîtes. C'est-à-dire un test par mois, enfin vraiment limiter, en fait, la valeur de ce plan-là. Self-serve, ouais. Exactement. Et ça veut dire aussi, par exemple, beaucoup des fonctionnalités qu'on développait, elles étaient derrière les plans entreprises pour donner en fait des armes à tes commerciaux qui vont vendre. Ok, donc ce que je comprends, c'est que sur ce mouvement-là, il faut faire ce que tu dirais en gros comme conseil à des gens qui le referaient, c'est peut-être d'aller de manière un peu plus rapide que vous, c'est-à-dire prendre une décision plus rapidement. Mais ce que j'entends quand même, c'est que tu peux faire une transition en gardant un peu de self-serve. Par contre, il faut réduire très vite ce que tu offres dans le self-serve pour pas cannibaliser tes deux offres, de sorte qu'il y ait quand même un rééquilibrage qui se fasse parce que tes commerciaux, ils essaient de vendre quelque chose. Et si à chaque fois, les clients ou prospects disent bah, « t'es sympa, mais en fait, moi, je vais chez un concurrent qui est vous-même », t'es un peu embêté, quoi. Donc, tu conseillerais quand même de garder les deux, mais de réduire vraiment drastiquement la voilure sur le self-serve ou de complètement couper le self-serve ? Ça dépend des boîtes. Je fais la réponse de researcher, it depends. Non, je dirais il faut voir comment ton marché réagit. Je pense pas qu'on ait même pas réagi assez vite. Je pense qu'on devait apprendre, en fait. On a commencé comme ça. On manquait un peu d'intentionnalité. On a vu très vite la donnée qui remontait et notre VP Sales qui nous disait ça va pas. Et on a fait ces choix-là de changement de pricing et packaging. Et aujourd'hui, on revient vers un self-serve plus sain et dans lequel on peut vraiment offrir de la valeur à des clients plus petits. Et donc, en fait, c'est repensé après. Mais... Attends, pourquoi revenir justement ? Pourquoi vous avez fait ce virage et vous revenez sur les petites boîtes ? En fait, il y a plusieurs... on ne revient pas dessus. Donc, c'est le gros de notre focus. Le 90%, c'est les entreprises. Mais le 10%,
il est quand même historique pour nous de démocratisation. En fait, on n'est pas en train de perdre notre mission ni notre vision. On avait besoin de faire cette transition-là. Parce qu'en fait, les boîtes, il faut qu'elles vivent et qu'elles survivent. Les morts n'ont pas de mots, comme on dit. C'est vraiment... Et donc, en fait, pour notre croissance, il fallait qu'on fasse cette transition-là. Mais c'est pas une trahison de notre mission historique. C'est juste une transition pour permettre justement d'enable, j'ai pas le mot. Faciliter la démocratisation plus tard. Ouais. Encore une fois, pour revenir sur ce truc on se doit de gagner le droit de le faire, en fait. Et c'est ce qu'on a fait avec cette transition. Trop bien. Merci beaucoup, Jonathan, d'être venu sur le podcast. On a réussi à le finir. On l'a fait. Merci de m'avoir reçu. C'est super. Je t'en prie, content que tu sois venu en France. On a hâte de voir la suite pour Maze. Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part, vous contacter? Comment ça se passe? Ouais, on est principalement sur LinkedIn. On est un peu sur Twitter, mais sur X. Mais on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Mais sur LinkedIn. Moi, je suis disponible sur LinkedIn aussi. Si vous avez des questions, n'importe, avec plaisir pour y répondre sur LinkedIn aussi. Cool. Et comme d'hab, si vous êtes arrivé à ce stade de l'épisode, bravo. Je mettrai dans la description de l'épisode de Jonathan un lien vers plein de choses qu'on s'est dites, des résumés, et aussi l'épisode de Nathalie qu'on a enregistré il y a, je pense, 2-3 ans déjà, qui est toujours la directrice produit de Maze. Content que tu l'aies encore avec toi. Et puis écoute, merci beaucoup d'être venu. On se fait un deuxième épisode, on a dit du coup. Oui, exactement. Avec plaisir. Demain. Demain. Allez, salut. Merci.